28 octobre 2006, 8h45 du matin, l'aube blafarde vient juste de se dissiper. Une brume encore tenace enveloppe les gorges. Dans quelques instants, pour vaincre la fraîcheur qui nous envahit, nous allons entreprendre notre descente dans les nuages. Le sentier Martel, au départ de la Malines, fait face à la falaise des Cavaliers. Au fond, le Verdon auprès d'Issane. Du chalet de la Maline au point sublime, le sentier parcourt sur près de 15 km le Verdon par la rive droite depuis son entrée dans le canyon. Le parcours peut se faire dans les deux sens. Le Verdon, affluent de la Durance, forme dans les plateaux calcaires de la Haute-Provence des gorges magnifiques, dont la plus remarquable, le Grand Canyon, s'étend sur 21 km de Rougon à Éguine. Le spectacle de ce gigantesque fossé, aux parois vertigineuses dans une nature sauvage, est sans rival en Europe. L'usage du mot espagnol canyon par référence au canyon du Colorado s'est répandu dans la première moitié du XXe siècle pour désigner les principales gorges du Verdon, celles qui vont de Rougon à Éguine. Le Verdon prend sa source près du col d'Alos dans le massif des Trois Évêchés. Il va se jeter dans la Durance, près de Vinon-sur-Verdon, après avoir parcouru près de 175 km. Son parcours le plus intéressant se trouve entre Castellane et le pont du Galetas sur le lac de Sainte-Croix. Ce lac était, il y a quelques dizaines d'années, la grande plaine des Salles-sur-Verdon, avant la mise à eau du lac artificiel créé par l'édification du barrage de Sainte-Croix. Lors de la montée des eaux, en 1973, le vieux village des Salles a été évacué de force, détruit et noyé. Son église a été dynamitée, tout comme le village qui est reconstruit plus haut et plus moderne aux grandes dames de ses habitants. C'est maintenant le plus jeune village de France. Les gorges du Verdon constitue sur une bonne distance la frontière entre les départements du Var au sud et les Alpes de Haute-Provence au nord dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. À certains endroits, au fond des gorges, les deux départements ne sont séparés que par quelques mètres. Cette région, entre Castellane et le lac de Sainte-Croix, s'appelle les gorges du Verdon. Elle se divise en trois parties distinctes: les pré-gorges qui vont de Castellane à Pont-de-Soleil, les gorges qui vont de Pont-de-Soleil à Limbu, le canyon qui va de Limbu au pont de Galetas.
Édouard Alfred Martel a été le premier, en août 1905, à explorer complètement, au prix de plus de 3 jours de périlleux efforts, les 21 kilomètres de gorge. Il explore le Grand Canyon du Verdon, toujours avec son contremaître et ami Louis Armand et quelques autres. Ses travaux théoriques ont révolutionné la conception du monde scientifique sur la circulation des eaux souterraines. Martel y explique la propagation de certaines épidémies et entraîne les mesures propres à sauvegarder l'hygiène des sources. La loi promulguée dans ce sens en 1902 par le Parlement français est connue sous le nom de loi Martel. Cette action valut à Martel le titre de bienfaiteur de l'humanité. Et c'est sur ses pas que nous marchons à présent au fil du récit de son expédition. Sur la demande de M. Jacquette, représentant la Compagnie électrique du Sud-Est, je suis chargé d'effectuer des relevés hydrogéologiques précis sur la rivière Verdon. Le 11 août 1905, avec mon équipe constituée d'une 12aine de personnes, nous empruntons le chemin muletier qui va de Rougon au couloir de Samson, chargé de tout notre matériel, cordes, nourriture, vêtements, éclairage et 3 barques faites de bois et de toile. Cette première journée a été plutôt mouvementée. Enfin, nous établissons notre premier campement à la Baume aux Pigeons après avoir dû rebrousser chemin. Pendant la période du Trias, la Provence s'affaisse et la mer la recouvre, y déposant d'épaisses couches de calcaire. Au Jurassique, la Provence est de nouveau recouverte par une mer, cette fois chaude et peu profonde, ce qui favorise la multiplication des coraux. Au Crétacé, la basse Provence se rehausse et la mer atteint l'emplacement actuel des Alpes. L'ère tertiaire voit l'édification des Alpes. La fracture des calcaires jurassiques façonne les reliefs et les vallées. C'est à cette époque que le Verdon y trace son cours. À l'arrivée du Quaternaire, les glaciations transforment cours d'eau et lacs en de redoutables fleuves de glace qui vont modeler les reliefs en taillant et striant le paysage. Le lendemain, une barque est devenue inutilisable. Nous devons à présent porter le matériel et les provisions à dos d'homme. À la fin des glaciations, les eaux des rivières continuent leur érosion. Le Verdon creuse son lit dans les sédiments calcaires coralliens accumulés au secondaire. Son débit varie de 2 à 3 000 mètres cubes par seconde. Avec mon fidèle ami, Louis Armand, nous nous rendons jusqu'à la Mescla. Les autres hommes suivent, allant de gué en gué, en portant l'embarcation devenue inutilisable. La suite du parcours se fait par les bords, sur terre, par manque d'eau dans la rivière. Le torrent s'est enfoncé sur place en utilisant les cassures naturelles préexistantes du sol. Il les a agrandies.
et a formé au cours des siècles ce couloir sinueux, ces grottes et ces abîmes chaotiques que nous voyons aujourd'hui. La largeur des gorges varie au fond de 6 à 100 mètres et au sommet des falaises de 200 à 1500 mètres. Leur profondeur, du rebord même des plateaux, est de 250 à 700 mètres. À la mi-journée, nous atteignions le lieu-dit de l'Estélier. En début de soirée, il fait déjà nuit lorsque nous arrivons dans un étroit couloir à qui je donne le nom de Styx, faisant ainsi allusion à l'un des fleuves menant aux enfers dans la mythologie grecque. Dans ce couloir, une deuxième barque se fracasse, envoyant hommes et matériel dans les eaux. Nous décidons d'établir le second campement à l'Embu. Une escouade de ravitaillement cantonnée à la Palue était constituée de paysans de vieille souche. Ils connaissaient parfaitement le terroir et le chemin conduisant au fond des gorges, tel Casimir Fleury, cultivateur à la ferme familiale de la Malines. La seconde escouade, celle qui accompagna l'expédition, comprenait 4 habitants de Rougon, 3 paysans, Carbonel, les 2 Audibert, et Isidore Blanc, l'instituteur passionné par sa région et surtout par les gorges. Son concours fut précieux, mais Martel ne lui manifesta guère de reconnaissance. À ce stade de l'expédition, je songe même à renoncer. Et c'est, je crois bien, ce qui serait arrivé sans le soutien de mes équipiers qui refusèrent d'abandonner cette expédition au regard des efforts déjà accomplis pour arriver jusque-là. Je les en remercie. La convoitise de l'eau par les villes et les campagnes de Basse-Provence, voilà sans doute le véritable motif de l'expédition Martel. Elle aura de grandes conséquences, immédiates et lointaines, sur l'évolution du tourisme dans les gorges, alimentant la dualité entre tourisme et aménagement hydraulique du Verdon. Et un siècle plus tard, sous une forme différente, malgré la réalisation de grands projets hydrauliques, les problèmes de cette dualité existent encore. Le 13 août, nous repartons en direction du Bao-Béni et pénétrons dans le canyon proprement dit. La progression est fastidieuse et très difficile, notamment au passage du chaos de l'Embu. Notre 3e campement est établi au lieu-dit des Cavalets.
Hardouin du Massé, dans son ouvrage sur la Provence, s'interrogeait déjà en 1897 sur la question du franchissement par le fond de l'ensemble du canyon. Il notait déjà que certaines parties les plus profondes sont d'accès impossible. Le courant est trop rapide pour que l'on puisse pénétrer en bateau dans ce canyon comparable aux gorges du Tarn. En même temps, il fait lui aussi le lien entre essor du tourisme et travaux hydrauliques. Il poursuit ainsi sa réflexion et il écrit que si jamais on exécute le projet de barrer les gorges et d'en faire ainsi un réservoir pour les eaux d'irrigation, la gigantesque Cluse deviendra navigable et l'on pourra visiter facilement un des sites les plus curieux et les plus grandioses des Alpes provençales. Le vieux rêve, déjà caressé au XVIe siècle de rendre le Verdon navigable, de domestiquer ses eaux sauvages au nom du progrès et du bienfait, allait-il enfin se réaliser ? Le 14 août, la lente progression continue
parmi les troncs d'arbres et les chaos de rochers. Une partie de l'équipe abandonne au pas de mes restes. Ces hommes sont épuisés et découragés. J'étais dans le même état d'esprit l'avant-veille et ne peux honnêtement leur en tenir rigueur. Ce parcours à pied procure à ceux qui le suivent des émotions peu communes. Les hauteurs vertigineuses des falaises, l'étroitesse de la gorge dont le sentier ne peut toujours emprunter le fond laissent des souvenirs impérissables. Le chaos de Trescaire est un amas fantastique de blocs éboulés. La Baume aux pigeons est une immense grotte creusée par les tourbillons. Avec Louis Armand et le groupe restant, nous reprenons notre chemin et arrivons finalement au pas du Galetas, près du pont romain des Guines. La première exploration du Grand Canyon du Verdon est réussie. Martel et une partie de son équipe font une autre tentative en 1906 avec de meilleurs équipements. Ce sentier, aménagé en 1928 par le Touring Club de France, sera baptisé du nom de Martel en 1930. Lightly on the eyes of Lucy Jordan in a white suburban bedroom in a white suburban town. As she lay there neath the covers,
to orange, and the room went spinning round. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing, and she sat there softly singing little nursery rhymes she'd memorized in her daddy's easy chair. Her husband, he was off to work, and the kids were off to school, and there were oh so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours, or rearrange the flowers, or run naked through the shady street, screaming all the way. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing as she sat there softly singing pretty nursery rhymes she'd memorized in her daddy's easy chair. The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan on the rooftop where she climbed when all the laughter grew too loud. And she bowed and curtsied to the man who reached and offered her his hand, and he led her down to the long white car